On a lancé deux choses, il y a deux nouvelles, la première autour de Monoprigo, qui est un concept assez sympa, une sorte de gamification de Monoprigo dans le sens de la grande distribution. Donc Monoprix a pu, et l'action elle dure sur 12 jours actuellement, où tu peux des cadeaux, smartphone comme les rayons de Monoprix. Donc la liste des magasins موجودة à l'application Monoprix Smile. Et vous pouvez jouer. Et il y a vraiment beaucoup de gagnants. Il y a une dizaine de gagnants chaque jour. Et on l'a développé sur les 3 derniers mois. C'est un concept, Inch'Allah, il va être dupliqué en Algérie et au Maroc. L'utilisateur, ça attire les utilisateurs dans les magasins, mais aussi les utilisateurs sont récompensés par rapport à leur fidélité à la marque. Le concept, le deuxième axe, autour des startups et de l'IoT. Donc, Startup Act, aujourd'hui, il est présenté en Conseil des ministres. Donc, Inch'Allah, les projets de loi, l'Assemblée du peuple bientôt. On a le deuxième axe, l'appel d'offres IoT. Il y a des licences libres en Europe, mais le code des télécoms ne permet pas d'obtenir des licences librement. Donc, on est passé par un appel d'offres où il y a eu 29 sociétés qui se sont vues accorder le droit d'émettre sur cette fréquence, la fréquence du mois de 860 et quelques mégahertz. Inch'Allah, ça créera beaucoup d'usages en Tunisie autour de l'agriculture, de la santé connectée ou des maisons intelligentes. On est en train de travailler dessus. Inch'Allah, le déploiement de notre réseau se fera d'ici la fin de l'année. Pour finir, le projet IoT, ماكمش خايفين معناتها من المشكلة نتاع الديوانة ومن الوقت؟ خاطر فما برشا مشاكل نتاع الديوان. Bon, aujourd'hui, je pense que Chifco a connu un retard par rapport à ces axes-là dans le passé, mais je pense qu'on a commencé à maîtriser plus le cycle et à comprendre la méthodologie ou la façon de faire. Dans les dernières importations, on a eu beaucoup plus rapidement les équipements, les commandinaires. Donc j'espère que, de toute façon, on prend ce paramètre en compte dans notre planification. Inch'Allah, ça ne posera pas de problème, puisque au niveau de l'administration douanière, voilà, au niveau du ministère, on commence à avoir d'excellentes relations, mais aussi on commence à comprendre leurs prérogatives ou leurs démarches. Ok, merci beaucoup. C'est l'Internet des objets. Aujourd'hui, Internet majoritairement était, jusqu'à la fin des années 2000, principalement une somme d'internautes, une somme de personnes derrière un PC, voilà, après derrière un smartphone ou une tablette qui se connectent à Internet et donc qui a accès à différents services, principalement le web qui est connu par la majeure partie d'entre vous, mais aussi d'autres services, Telnet, FTP et d'autres, et j'en passe. L'IoT, c'est en fait une extension de cette activité-là, et c'est principalement votre ordinateur est un objet finalement qui est connecté à Internet, donc il a des périphériques qui sont connectés, et c'est une sorte de mise en réseau de tous les devices, de tous les équipements qui vous entourent pour apporter de la data sur Internet. La data qui existe aujourd'hui principalement, c'est de la data vidéo, la audio, ou la image ou du texte. L'idée, c'est de déployer beaucoup plus de types de data sur Internet, et notamment la data qui peut être récoltée, les capteurs. La data des capteurs, principalement pour créer de nouveaux usages. Des usages principalement autour de 4 axes: la sécurité, l'énergie, la santé, la sécurité, l'énergie, la santé et tout ce qui est usage professionnel. On est face à l'émergence de nouveaux besoins. Donc aujourd'hui, connecter les objets, c'est intéressant. Les connecter à Internet permet d'avoir plusieurs nouveaux usages. Il y a des usages qui sont très simples et avoir la température d'un capteur, avoir de l'humidité. Il y a des usages beaucoup plus sophistiqués qui vont jusqu'à prédire des comportements, récolter beaucoup de types de capteurs à la fois pour répondre à un besoin bien précis. Aujourd'hui, le bottleneck, la problématique majeure qui est en train d'émerger, c'est comment valoriser cette data. On a mondialement, mais même en Tunisie, ça commence à se produire. On a énormément de data qui est générée,
donc de la data, typiquement Facebook, c'est plein de data, mais aujourd'hui, les capteurs qui arrivent, on mesure à peu près qu'il y a plus de 7 milliards de capteurs, mais on dit que d'ici 2020, chaque internaute connecté aura autour de lui à peu près 5 devices connectés. Donc, toutes ces devices qui remontent de l'information, est-ce que c'est pertinent de connecter tous les objets ou pas? Et en les connectant, est-ce que c'est intéressant qu'est-ce qu'on va faire de cette data? La data au 21e siècle, c'est un peu l'or noir du 19e. C'est aujourd'hui là où il y a le plus grand champ aujourd'hui d'activité, et c'est pour ça que vous avez remarqué que Google, Yahoo, Microsoft, tous les grands géants mondiaux ont mis en place leur infrastructure, leur cloud, offrent des services à destination pour capter la data et pour pouvoir la valoriser. اليوم en Tunisie, je n'ai topo par la situation, comment les choses évoluent, ou même dans la région. Principalement, l'IoT en Tunisie, c'était plus du M2M, du machine to machine, principalement des activités bancaires, tous les TPE et external firms dans les cafés-restaurants ou les DAB. Ensuite, deuxième axe principal, c'est le GPS, le fleet management, le tracking de voitures et de véhicules. Et troisièmement, mais beaucoup moins répandu, tout ce qui est suivi de centrales éloignées ou la suivi d'une pompe très à distance pour des sociétés du type pétrolier, du type opérateur télécom pour des zones éloignées ou des générateurs faits désert. Donc ça, c'est les principaux usages lesquels on a fait. L'IoT, Internet of Things, Internet des objets, est venu pour englober cela, englober ce type d'usage. Donc M2M, c'est une sous-famille en fait de l'IoT, mais pour en rajouter plein d'autres. Et donc, si on les classifie, ça sera plus des usages de très très faible data, ça veut dire une information binaire, je suis présent, je suis absent, une température, je sais 37 degrés, 40 degrés, ou des choses qui sont très consommatrices de data, qui est le vidéo streaming, voilà, les films à la demande, voilà, les set-top box à la maison. Donc, tous ces le gamme range, il est très varié. Ensuite, et dans les usages les plus faibles capacités, comme ce qu'on appelle aujourd'hui LoRa, Sigfox, les nouveaux réseaux, qui ont en fait une capacité à faire une seule borne. Qui m'a trouvé pour les BTS, il faut que les immeubles, ils font propager la 4G, 3G. Aujourd'hui, il y a de nouvelles gateways en fait, ZRA, qui permettent d'avoir des portées de 15 km, 35 km théoriques, mais aujourd'hui l'usage montre que c'est 15 km et certaines il faut des répétiteurs en fonction de la densité des murs. Mais les femmes ont beaucoup d'usages. En fait, on peut transférer de la data d'une façon très, très rapide, peu chère, mais sur de la petite quantité. De l'autre côté, jusqu'au bout de la chaîne, vous avez la fibre optique, la 4G, 5G et de la DSL qui, elles, permettent des technologies qui permettent de transférer beaucoup plus de data, notamment des usages, on a développé dessus. Lyoma, Shifco et tout l'écosystème aujourd'hui qui est présent, on a développé principalement le secteur de l'IoT. On a remarqué en fait l'émergence en 2010-2011, les plus grandes activités de l'IoT mondialement, c'était la maison et les petites et moyennes entreprises. Donc on a développé principalement au début une solution pour les maisons connectées et pour les PME connectées. Donc on a remarqué comme allait, de toute façon, on aura après une petite vidéo, même peut-être une démo. On s'est dit que ça représente en fait mondialement 65 à 70% du marché. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Après, un autre segment, c'est tout ce qui est smart car, donc l'évolution de la voiture connectée. Donc on est parti du GPRS pour voir comment s'intégrer avec de nouveaux acteurs et comment aujourd'hui certains constructeurs commencent à mettre des standards dans leurs voitures et communiquer dessus. Donc on a développé une plateforme aujourd'hui qui est commercialisée par un partenaire en Tunisie, et on est en train de la développer aussi sur toute la région avec un grand constructeur automobile, je pourrais peut-être faire une démo. Le troisième axe, donc de tout ce qui est mobilité, on a développé, on commence à développer des choses sur LoRa ou sur LoRa principalement, et on a développé avec certains partenaires des use cases, on a des démos, mais c'est encore très early stage.
Et on a mis en place, en fait, dans le cadre du cluster mécatronique, là je donne un rappel de ce que c'est. Après le 14 janvier 2011, en fait, la France a octroyé, l'AFD, l'Agence française de développement, a octroyé à la Tunisie à peu près 1 million d'euros pour des travaux de recherche. Et ça a été enclenché sous la forme d'un nouveau partenariat différent de ce qui s'est fait jusque-là, autour d'un cluster. Un cluster, c'est qu'on est venu mettre plusieurs entreprises dans une sorte d'association d'entreprises avec des fonds. Les fonds, c'est à peu près 750 000 euros pour des projets R&D. Et l'objectif était que les startups, les entreprises, dans les différentes cartographies Birata, les entreprises, les très grands acteurs et les petits acteurs franco-tunisiens en majorité, en majeure partie, qui ont proposé des projets collaboratifs à destination de ce cluster, et donc ils ont été financés à moitié. Ça veut dire que sur une enveloppe, par exemple, de 100 000 euros de financement, l'entreprise ou le groupement d'entreprises, parce que c'est des projets collaboratifs, donc il faut avoir plus de 3 entreprises dans un seul projet. L'idée était que les entreprises contribuent, elles, à hauteur de la moitié. Sur un projet de 200 000 euros, c'était 100 000 euros les entreprises et 100 000 euros financés par l'AFD sous forme de subvention. Ça a donné lieu, ou ça a donné naissance à plusieurs projets collaboratifs. Le premier, c'est la smartphone, c'est une sorte de box avec des capteurs. C'est un package chez les opérateurs. Aujourd'hui, il est vendu chez Topnet, GlobalNet, TT et Ooredoo Maldives et Ooredoo en Algérie très bientôt. Donc c'est un package, c'est chez une box. Plus des capteurs. Des capteurs, c'est un capteur de mouvement, capteur de température, prise intelligente. Ces capteurs-là, ils parlent avec la box en wireless, donc avec un protocole Z-Wave, très simple. Aujourd'hui, les protocoles mesh, les protocoles maillés dans les domiciles, ZOOS, c'est les 2 leaders mondiaux, c'est Z-Wave ou Zigbee. Zigbee a pris plus une tendance industrielle, ou Z-Wave a pris plus une tendance télécom. Après, il y a Enotion et d'autres technologies qui sont arrivées, qui sont encore moins consommatrices d'énergie. Mais principalement, nous, on s'est concentré sur du Wi-Fi et du Z-Wave. Et donc, cette box-là permet de récupérer les données de ces capteurs, de les remonter d'une façon très transparente et très facile à installer sur le cloud. Et donc, tout le traitement a été décentralisé de la box qui est chez vous vers le cloud. Et c'est ce qui fait que le prix de la box en elle-même baisse énormément. Si vous mettez une box super sophistiquée à domicile, le coût est très important, et donc le consommateur aura beaucoup plus de difficultés à l'acheter. Sur le marché des end user, end consumer, le prix, en fait, le prix d'achat, le prix d'acquisition, il est très pertinent, très important dans la prise de décision. Donc moins le prix d'accès est, moins c'est plus c'est accessible aux gens en fonction du prix offert. Donc quand on a transféré toute l'intelligence vers le cloud, le prix de la box, ça peut atteindre des prix très très dérisoires. Dérisoires, et encore pour le marché tunisien, ça reste des barrières à l'entrée. Donc peut-être qu'avec les LoRa et Sigfox, on pourra même se décharger de cette box carrément pour avoir une discussion directe entre les capteurs et les backbones, les antennes qui sont déployées au niveau d'une cité ou d'une ville. Puisque sur 15 km de portée, on peut couvrir toute une zone. On peut imaginer que le lac 1 ou le lac 2, on peut les couvrir avec 3 antennes, ce qui était impossible auparavant. Donc cette box, elle remonte toutes les informations des capteurs en ligne, et depuis votre smartphone, vous avez des alertes, vous avez des commandes. On a même mis en place le premier système où vous pouvez commander votre maison avec de l'USSD, puisque cet usage-là n'est pas très fréquent en Europe, et que sur des marchés de la zone MEA, Middle East Africa, c'est des usages beaucoup plus fréquents. Donc on a fait l'intégration SMS, USSD, commander sa maison avec un IVR. L'IVR, moi c'est ça que tout le monde connaît, du moins j'espère. Et après des usages plus sophistiqués avec smartphone, iOS, Android, des commandes vocales, des choses comme ça, assez sympa. Aujourd'hui, ça commence à se déployer, mais après, on pourra parler, si vous avez des questions, sur tout le parcours qu'il faut mettre en place entre un projet R&D et
une commercialisation dans des stores, dans des boutiques d'opérateurs. C'est un parcours très très complexe et sur lequel il y a une prise de décision assez lente, mais aussi une capacité financière assez importante pour atteindre le dernier maillon, puisque les cycles de décision dans les opérateurs sont assez longs. On a des commissions, des réunions, des prix. Vous voyez, pour ceux qui demain se lanceront dans de l'entrepreneuriat, voilà, dans l'innovation, il faut comprendre que vos avantages par rapport aux grandes entreprises, c'est une question qui revient toujours. Apple Google c'est une question récurrente dans la tête de chacun. Juste au cours du XXe siècle, 90% à peu près des innovations du XXe siècle ont été créées par des startups. En fait, ces entreprises-là réussissent à faire de l'innovation. C'est assez simple. Est-ce que vous pensez que de l'innovation peut sortir de là? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est, en fait, plus vous faites rentrer des personnes dans la décision, plus c'est compliqué de prendre une décision. C'est une nature humaine déjà. Ensuite, plus c'est hiérarchisé, plus c'est difficile de réunir tout le monde pour une réunion ou de dégager du budget et de voir les priorités parce que tout le monde a le nez dans le guidon et donc les gens ne sont pas forcément motivés à ce qu'ils créent quelque chose de nouveau. Vous allez voir que le profil de personnes dans une start-up depuis son début, Apple à son démarrage, jusqu'à Apple aujourd'hui, côté en bourse, première capitalisation boursière mondiale, le profil des personnes qui travaillent dans cette entreprise a changé. Au début, quand on est start-upper from scratch, on a zéro dans notre compte bancaire, on risque pas grand-chose, on est fou, on veut tenter des innovations, on veut tenter de créer quelque chose. On est drivé, voilà, on est conduit par le rêve de réaliser quelque chose. Plus la boîte devient établie, plus elle va attirer des gens qui veulent de la tranquillité ou plus, du moins de la prospérité à moyen long terme. On a des profils plus fonctionnaires. Donc, ils auront moins l'aptitude à prendre des risques ou à développer de nouvelles technologies Et c'est normal, c'est quelque chose au contraire. Et une entreprise aussi, au bout d'un moment, a besoin de ce type de profil pour se stabiliser. Parce que si aussi, à chaque fois, elle part dans tous les sens, elle finit aussi par perdre le focus ou perdre la concentration. Donc, quel est le premier point pour tous ceux qui se lanceront demain, vous avez beaucoup plus de chances de créer quelque chose de nouveau à 2, à 3, ou même Google dit que les meilleurs groupes de travail, c'est les groupes qui sont entre 3 et 5 personnes. On a plus de 5 personnes, c'est ingérable. Donc aujourd'hui, vous avez plus de chances de vous développer ou de développer des innovations par vous-même que de penser que de grands groupes vont venir vous développer. Là, je m'attends comme des exemples très simples. Le groupe Orange, le groupe Orange dans une start-up, mais peut-être c'est quand tu vois l'historique des achats, tu vois les résultats que ça a donné. نعطيكم حاجه اسمها دايلي موشن، نعطيكم حاجه اسمها ديزر، نعطيكم plein de boîtes françaises. Donc il y a une capacité à développer et à innover. Et la chance, c'est qu'aujourd'hui dans l'IT, le pack de départ, l'investissement de démarrage, il n'est pas très important. Mais ça ne veut pas dire que ça ne demande pas des moyens. Ça veut dire que pour démarrer, ça ne coûte pas très cher. C'est deux ordinateurs devant une connexion Internet avec un minimum d'éclipses et de bases de données, ça peut fonctionner. Mais ce que les gens n'analysent pas ou ne prennent pas en compte, c'est que ça demande beaucoup d'OPEX. C'est de l'investissement faible, mais à très long terme. Google est devenu Google au bout de 7-8 années. Et à chaque fois, il fallait réinvestir encore plus pour pouvoir s'installer et installer le modèle. Ça veut dire que lorsque vous allez démarrer dans ce domaine-là, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir une chance de réussir, plus ça va coûter. En termes de ressources humaines principalement, et des ressources humaines qui sont spécialisées dans beaucoup de choses qu'aujourd'hui, vous n'imaginez même pas. J'aurais bien aimé vous montrer le mapping de tout ce qu'on appelle l'IT. L'IT, ça se résume à développer des applications mobiles ou web ou à déployer des serveurs. Au meilleur des cas, c'est l'architecture système. Dans l'IT, il y a plus d'une centaine de fonctions.
avec des mecs qui font que de la sécurité, des mecs qui font que de la scalabilité, des mecs qui font que du déploiement. Dans des grosses boîtes, il y a beaucoup de compétences à chercher. Donc pour atteindre scale, pouvoir héberger 100 millions d'utilisateurs, pouvoir atteindre ces web, c'est un besoin exponentiel en ressources. Donc le ticket d'entrée, certes, il est faible, mais atteindre un produit qui est consommé par la moitié de la planète, c'est très compliqué. Donc Wortesh, vous savez, vous pluguez un grand acteur. Wortesh, vous savez comment orienter votre technologie. C'est un point clé que les techos ne comprennent pas. Il vaut mieux vendre, par exemple, une idée à une certaine phase avant que demain elle ne vaille plus rien. Et ça, dans les entreprises, il y a l'aspect technologique et technique, oui, mais il y a l'aspect business qui est certaines fois beaucoup plus important. Donc là, après, Smart Home, tout ça, je vais vous montrer des vidéos parce que je vais vous les dérouler tout ensemble à la fin, ne pas avoir une coupure au milieu. Donc Smart Home, après, pour développer ce produit, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on travaille avec Tunisie Télécom et que dans des contraintes de dédouanement, de certification, ça a pris énormément de temps parce que tout simplement, signer un contrat avec un partenaire public, ça prend beaucoup de temps. Avoir des appels de compte-commande, commander la marchandise, la payer, la livrer, la certifier, la dédouaner, mettre en place les serveurs, mettre en place des services, c'est très, très complexe. Et c'est pour ça que je vous appelle à chaque fois, avant de critiquer quoi que ce soit, de se penser que toute la planète est pourrie, voir aussi les contraintes internes aux différents acteurs pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est plus vous allez les comprendre, mieux ça va être plus rapide pour vous parce que vous allez savoir à qui se diriger et comment le faire. Donc, entre-temps, on avait développé tout ce qui est IP Camera avec la solution Smart Home. Et donc, on s'est dit, IP Camera, on peut la lancer beaucoup plus vite. Donc, on va le faire parce qu'il faut, entre-temps, vendre quelque chose, il faut installer la marque, il faut faire du chiffre. Au bout d'un moment, il faut faire des ventes. Donc, avec l'IP Camera, en quoi c'est pertinent? Le modèle qu'on a fait, ça, on l'a benchmarké, on a fait des études comparatives qui bénéficient de la capacité de stocker beaucoup d'informations parce qu'aujourd'hui le cloud devient beaucoup moins cher qu'avant, parce qu'on a des capacités à avoir et à capter beaucoup de data pour pas cher du tout, et qu'aujourd'hui des caméras plug and play qui s'installent facilement, sans IP fixe, sans configuration, avec une user experience très simplifiée, il y avait une vraie demande sur le marché. Rajouter à cela une hausse de la pénétration d'Internet en Tunisie et une hausse de la pénétration des smartphones en Tunisie. On dit qu'il y a à peu près 4 millions de smartphones en Tunisie, ou du moins 2 à 4 millions en fonction de ce qu'on appelle smart. Donc on s'est dit il y a un vrai besoin avec l'insécurité, avec tous les événements qui se produisent dans le pays. On a lancé une solution d'IP camera ou d'une IP caméra qu'on a développée nous-mêmes. Le firmware, le cloud, le déploiement, tout ça, tous les serveurs sont ici, on les a mis en place. Et ça a donné un bon résultat puisque on a écoulé tous les stocks au bout d'un mois et demi, 2 mois. Donc on a connu une autre expérience qui est le fait d'être en rupture de stock, puisque ça crée une très mauvaise expérience client. Le fait qu'un client vienne en boutique et qu'il ne trouve pas le produit, ça crée une frustration, et donc derrière, les gens oublient rapidement tout l'effort que tu as fait. Et donc on a refait des commandes, et avec les délais tunisiens, on est arrivé à remettre le produit sur le marché au bout de 4 à 6 mois. Donc ça fait que l'effort de marketing et de communication, il fallait le reprendre à zéro. Mais c'est aussi une expérience de savoir comment gérer le lead time. Ce qu'on appelle le lead time, c'est le temps entre vos ruptures futures de stock et vos commandes de matériel. Donc on a lancé ce produit-là. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans les boutiques Topnet notamment. Après cela, on est parti sur le véhicule. C'est quoi le lien entre tout ça? C'est en fait l'IoT, on l'a approché depuis votre quotidien. Votre quotidien, c'est quoi? C'est votre maison. Donc vous passez à peu près 30 à 40% de votre temps dans votre maison.
On l'a connecté à votre voiture, avec votre voiture, parce que votre voiture, c'est un moyen que vous utilisez tous les jours, quasiment 2 heures, et où il y a une vraie demande par rapport à cela, et c'est un usage assez mature, donc le risque il est assez faible à déployer ce type de solution. On est parti sur des choses beaucoup plus innovantes, et là je vais vous parler un peu d'Oji qui a été développé avec OPCMA et Nova Robotics, qui est en fait une prolongation Sophia Technologies depuis assez peu. Donc on a pensé que si on mixait quelque chose en mobilité, donc les robots aujourd'hui c'est quelque chose de très pertinent, c'est quelque chose sur laquelle travaille beaucoup de monde. Si vous avez remarqué, il y a aujourd'hui des robots qui passent les serpillères à la maison, qui font le jardin, qui peuvent faire de la sécurité. On avait une entreprise à Sousse, Enova Robotics, qui faisait de la sécurité, mais plutôt industrielle et sécurité d'usines et de centrales nucléaires, avec des robots d'une certaine taille. On s'est dit, pourquoi pas aller sur le marché du B2C, ça veut dire la maison individuelle, et mixer tous ces produits, les caméras, la smart home, donc la capacité de lire des capteurs dans votre maison, de commander votre maison, les volets de votre maison, les prises, le compteur électrique, avec un robot et avec une touche intelligente. Et la touche intelligente aujourd'hui, c'est en utilisant des technologies assez poussées. Alexa, Alexa d'Amazon. Mais Alexa, c'est un outil Googleo qui travaille à YouTube, tapez Alexa. C'est une sorte un petit boîtier, elle est takima. Oui, où toute l'intelligence, elle est en fait sur le cloud AWS d'Amazon. Donc si vous lui demandez Alexa, c'est quoi What's the weather? Elle peut vous répondre, elle vous donnera la météo, si vous lui demandez une chanson, des choses comme ça. Donc, en utilisant l'intelligence d'IBM Watson, Sophia Technologies ont réussi aussi à intégrer cette intelligence avec le robot, qui est encore un robot en pre-series, c'est en pré-série, il n'est pas encore commercialisable à 100%, mais c'est un produit qui, on pense, peut être l'avenir de la maison, d'avoir un compagnon à domicile qui est intelligent, qui peut se balader chez vous, donc faire la fonction sécurité avec des capteurs de gaz, des capteurs de fumée, donc détecter des problèmes qui peuvent surgir chez vous, avec une caméra où vous pouvez prendre le contrôle à distance de ce robot et avoir une sorte de présence chez vous, et ensuite avec aussi du contrôle de certains capteurs chez vous.